Votre commandant vous souhaite la bienvenue à bord de la compagnie Dog ADN. Nous mettons tout en œuvre pour vous faire passer un agréable moment. Installez-vous confortablement. En mars 2018, Hook, labrador de 5 ans et son maître, retrouve un enfant de 10 ans dans les Pyrénées par des températures négatives. En avril 2021, dans l'Aveyron, un enfant de 2 ans est retrouvé grâce à son doudou par Jedi, un chien de l'équipe cynophile de Montauban et son maître. Dans les Hauts-de-France, en septembre 2021, une fillette de 3 ans est retrouvée avec l'aide de Patton, un malinois et son maître de la gendarmerie de Wizerne. Les trois ont un point commun, un flair exceptionnel et des binômes capables de lire une piste et traduire les réactions de leurs chiens. Des histoires comme celle-ci, il en existe une multitude à travers le monde. Les capacités olfactives du chien sont incroyables. Le mantrailing, ou la recherche de personnes disparues, est une discipline qui nous parvient des États-Unis, comme va nous l'expliquer Karine Fauché, instructrice mais également comportementaliste. Dans un deuxième temps, nous aborderons l'EMDR, technique qui a pour objectif de soulager le stress et les phobies post-traumatiques. Bienvenue dans le 7e épisode de Dog ADN. Alors encore une rencontre fascinante pour Dog ADN dans le cadre d'un stage de mantrailing avec Faro. Nous avons fait la connaissance de Karine Fauché, instructrice, qui a accepté de nous parler de cette discipline aux multiples bienfaits pour vos loulous. Karine est entre autres comportementaliste canin en Seine-et-Marne et dans le Loiret et pratique l'EMDR, méthode de résolution des problèmes liés aux troubles post-traumatiques, mais nous y reviendrons dans un second temps. Bonjour Karine. Bonjour Nicolas. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça fait super plaisir de te revoir puisqu'on est aussi en vidéo, donc ça c'est super cool. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. En fait, ça a matché lors de la formation mantrailing que j'ai adoré. Faro a adoré. Il est à côté là. Il est content là. Je vois. Il est content de te voir. Bonjour Faro. Il fait dodo dans le canapé là. Est-ce que tu peux d'abord nous parler de toi? Qui es-tu? Est-ce que tu as eu plusieurs vies avant d'être comportementaliste? Ouh là là, oui. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors moi, j'ai commencé à m'intéresser au comportement du chien quand j'ai rencontré un petit chien qui s'appelait Tiger, qui est décédé l'année dernière. D'accord. C'était un petit chien. En fait, moi, j'ai toujours été dans le chien. Avant, j'ai eu une autre vie, comme tu as dit. J'étais chef de projet en logistique internationale. Aucun rapport. Avec les chiens. Moi aussi, j'ai eu d'autres vies qui n'ont aucun rapport. Mais cependant, j'ai toujours été très très proche des animaux et j'ai été très très longtemps bénévole dans des associations. D'accord. Mon bénévolat consistait tout simplement à être famille d'accueil pour des chiens qui ne pouvaient pas être accueillis dans des structures comme les refuges. D'accord. Et j'ai accueilli ce petit chien qui était très très mignon, qui était adorable physiquement, mais qui a fait de ma vie un enfer. Et en fait, moi, il faut savoir qu'avant lui, j'ai toujours adopté des chiens que j'ai trouvés, ou alors que j'ai été adoptée dans les refuges, et ça s'est toujours très très bien passé. Je n'avais pas de problème particulier. Cependant, lui, il avait tous les problèmes de comportement. Il n'y avait qu'un seul truc qui était agréable avec lui, c'est qu'il était propre. Mais autrement, il a eu tous les problèmes qu'un chien peut avoir, le syndrome de Pica, si tu veux, on reviendra dessus, l'agressivité, les aboiements. J'étais en appartement, donc ça, c'était vraiment sympa pour les voisins. Et ce qui me dérangeait le plus, c'était l'agressivité. Et ça a été un point en fait où je me suis vraiment posé des questions sur son futur dans la vie, parce que on en était au point avec l'association de vouloir l'euthanasier. Et en fait, quand j'en ai parlé à mon vétérinaire, que je remercie, mon ancien vétérinaire. C'est quoi son nom? C'était le docteur à Schaerbeek en Belgique. Avant, je vivais en Belgique. Et donc, on a beaucoup discuté. Il m'a dit, faudrait peut-être aller voir un comportementaliste. Alors, je crois qu'on était en 2007, quelque chose comme ça. En 2007, il y avait personne. Pratiquement personne. Et j'ai appelé un éducateur canin qui est arrivé avec une valise, collier anti-aboiement et compagnie. Et j'ai été assez surprise qu'on me propose des outils au lieu
de me parler de son problème en fait. Et au fur et à mesure de mes recherches, j'ai trouvé quelqu'un qui était très très sympa et qui m'a fait découvrir une méthode qui s'appelle Amichien Bonding, qui a été créée par Jan Fenol. Et ça a été le début d'une aventure, en fait. Ça a été vraiment le début d'une aventure. Donc, j'ai commencé par lire son bouquin. Et puis ensuite, au fur et à mesure, ça m'a énormément intéressée. Et j'ai fait des formations chez elle. Et puis, je suis allée loin dans les formations. Et puis, je suis devenue, en fait, à l'époque, on appelait ça dog listener. Et je me suis dit, ça serait peut-être une façon d'éviter les abandons, de donner des conseils aux gens, etc. Et j'ai commencé, en fait, à donner des conseils à des gens qui adoptaient des chiens. Le but étant qu'ils ne reviennent pas au refuge pour lequel je travaillais. Et en fait, il s'est avéré que j'ai pas été très j'ai été très naïve à l'époque parce que ça, c'est quelque chose que Jan Fenol m'avait dit. Elle nous avait dit lors des formations de toujours se faire énumérer. Sauf que moi, j'avais un boulot à temps plein. Oui, et donc tu as voulu faire ça de façon... Ouais, j'ai voulu faire ça de façon bénévole et en fait... ça ne marche pas au niveau, je dirais bénévolat, de donner des conseils parce qu'en fait, pour être crédible, il faut qu'il y ait un petit peu une valeur sur la parole. Voilà. Donc, et là, ça a commencé parce que, en fait, j'ai commencé vraiment à devenir professionnelle. Donc, j'avais un statut d'indépendant complémentaire. C'était en quelle année à peu près? Je crois que j'ai fini la première formation, c'était en 2008, parce que ça a été que le début des formations. Il faut savoir que, tu vois, demain, je pars pour 10 jours de formation en Bourgogne. D'accord. Il faut savoir que c'est un métier qui est... Une formation permanente. Ah oui, si tu te formes pas tous les ans, je pense que tu perds un peu le fil parce qu'on évolue énormément. Tout à fait, dans le monde canin. Ouais. Et donc voilà, et en fait, au fur et à mesure, ça a pris beaucoup de place dans ma vie professionnelle, puis au bout d'un moment, j'ai dû faire un choix que je ne regrette pas aujourd'hui parce que j'ai de la chance de vivre de ma passion. Oui, t'es épanouie professionnellement. Ouais. Et ce petit chien, Tiger, il m'a appris énormément de choses, notamment le man trailing. C'est avec lui. D'accord, comme tu as commencé. Ouais. Okay. Parce que ce petit chien, en fait, en quelques mois, donc grâce toujours à la méthode où j'ai été initiée au départ, au niveau du man training, il y a eu beaucoup de comment je vais dire ça, beaucoup de progrès. Cependant, il avait toujours peur des hommes. Et je me suis intéressée au pistage, au man trailing, parce que ce petit chien était beaucoup dans le flair. Et je me disais, tiens, si on le met sur une piste d'un homme, peut-être qu'il pourrait être renforcé positivement et avoir une autre image des hommes, une image un peu plus positive. D'accord, ouais. Et donc, j'ai commencé avec ce petit chien qui était extraordinaire au niveau du flair. Et il m'a fait découvrir une discipline. Donc, le man training, il faut savoir que c'est une discipline américaine. Elle vient des États-Unis. Donc, il y a plusieurs courants. Toi, c'est la méthode Kocher, je ne sais pas si on dit comme ça. Non, j'ai été au départ formée. Maintenant, je ne suis plus. D'accord, il y a plusieurs écoles. Oui, il y a plusieurs écoles. Ouais. D'ailleurs, c'est jeudi prochain, je commence un stage avec Jeff Shelter chez Paulina Drury. Je cite des noms parce que je les aime beaucoup et c'est des gens chouettes. Bon, si tu veux, on mettra le lien, comme ça les gens pourront se renseigner sur ces personnages. Et en fait, ça se passe. Moi, ce qui est important pour moi dans le man training, c'est que ça se passe avec bienveillance, au niveau surtout avec le chien, mais aussi au niveau humain, parce que si on veut apprendre des choses, ça doit se passer vraiment dans une. Et ça renforce un lien, c'est incroyable. Ça renforce le lien. C'est ce que j'ai remarqué, en fait. Alors, moi, ça a été ma première expérience. Ça a vraiment renforcé le lien avec Tiger. Mais surtout, moi, ça m'a intéressée aussi pour le métier que je faisais. Parce que les gens, ils m'approchent parce qu'ils ont des problèmes. Le truc, c'est que quand tu as des soucis avec ton chien, des problèmes de comportement à la maison, tu perds un peu confiance. Ça, on peut pas en vouloir aux gens, vraiment. Tu perds un peu confiance. C'est tout à fait humain, je pense. Il faut pas fermer les yeux là-dessus. Et je trouve que le man training, en fait, permet de reprendre confiance entre dans le couple chien-homme.
homme-chien. Et en fait, en tant qu'instructrice, tu vois aussi beaucoup de choses qui sont représentatives du binôme. Et quand je vois certains binômes qui ont commencé, par exemple, il y a 3 ans avec moi, quand je les vois aujourd'hui, je me dis, waouh, quelle évolution. Parce que moi, je filme tout, en fait, ce que je fais. Et la semaine dernière, j'avais une cliente qui m'a envoyé une vidéo, qui m'a dit, regarde, j'ai mon chien qui a fait des progrès là-dessus et je voulais t'en faire part, et ça m'a beaucoup touchée. Et comme tu sais, j'étais un petit peu malade la semaine dernière, donc je me suis dit tiens, je vais regarder des anciennes vidéos avant après. Ouais. Et en fait, c'est vraiment chouette parce que les chiens prennent de l'assurance, mais les maîtres aussi. Et le fait de voir que son chien a des capacités, des capacités aussi de gérer leurs émotions par rapport à une recherche, par rapport à un travail, et que l'humain lâche prise derrière. Parce que, comme j'ai expliqué pendant le stage, on doit beaucoup lâcher prise. On est c'est même un travail sur nous-mêmes humains. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment, en fait, je trouve que c'est une activité où on demande au maître de lâcher prise et de pas être forcément en contrôle. Alors, quand je dis ne pas être en contrôle, ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que on appelle être conducteur de son chien, mais en fait, c'est nous qui nous laissons conduire. Je trouve que c'est un faux ami de dire qu'on est et ce qui est très intéressant, c'est que le chien nous conduit. C'est une des rares activités où le chien nous conduit, parce que en fait, ce qu'on nous apprend dans les autres activités, c'est d'être en contrôle, de mettre des commandes pour avoir certains comportements. Que là, en fait, on a un comportement. Donc, au début, il y a beaucoup de conditionnement. Il faut savoir que le man training, c'est pas forcément une activité trop naturelle. Je pense que c'est une des plus naturelles par rapport à d'autres disciplines canines. Mais ça passe aussi quand même par un conditionnement au départ, beaucoup de conditionnement. Mais en fait, au bout d'un moment, en fait, on lâche complètement prise. Et je pense que ce lâcher prise sur le chien permet vraiment de redonner une confiance au chien. Parce qu'il y a beaucoup de gens, moi c'est ce que je constate dans mon métier, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui perdent confiance dans leur chien. Et tu sais que je pratique beaucoup d'activités avec Faro, et en fait c'est l'une des activités où on parle le moins. C'est un truc de fou. Et c'est ça qui est génial, parce que et c'est ça, je pense, qui augmente aussi la relation dans le couple homme-chien. C'est là où on parle le moins, mais en même temps c'est là où on apprend à communiquer avec son chien. C'est ça. Ce que je trouve bien aussi dans le man training, c'est que, surtout quand c'est filmé, c'est que on apprend beaucoup sur le contrôle des émotions du chien. On apprend beaucoup sur ses motivations, sur son caractère, sur ses capacités en fait à croire en lui. Il faut savoir que on leur donne pas beaucoup d'opportunités aussi de prendre des décisions. Dans la vie de tous les jours. Et donc ça, je trouve que c'est très très important, et c'est très sain en fait. Donc je trouve que c'est une activité où on apprend le plus en communication canine, en tout cas. Est-ce qu'on pourrait quand même définir pour les auditeurs ce que c'est le man training ? Oui, pardon. Je te sens partir dans la passionnée. Voilà, la Karine passionnée. Je crois que c'est le visage que j'ai. Oui, alors le man training, trail, c'est piste en anglais. Man, tout le monde sait que c'est humain. Donc en fait, le man training, c'est suivre une piste pour un chien qui est dit pisteur. Il suit la piste. Donc comment il fait ça ? Il flaire beaucoup par terre. Donc l'idée, c'est de suivre une piste pour trouver un être humain. Voilà ce que c'est. Donc on part avec une odeur de référence, souvent un t-shirt ou une odeur. Ça peut être aussi une brosse à cheveux, ça peut être n'importe quoi. Je crois que dans votre groupe, il y a quelqu'un qui a mis une brosse à dents. Je sais plus si c'était dans votre non. C'est dans un groupe que j'ai eu récemment, en tout cas. On met la personne qui se cache, donc donne son odeur en début de piste. Elle va la déposer en début de piste, et le chien suit la piste pour retrouver l'humain. D'accord. Alors, est-ce que ça rentre dans le cadre de compétition ? Je vais te poser des questions de béotien, mais ou est-ce qu'on est plus dans le pistage français ? Ça n'a rien à voir. Le pistage français, oui. En fait, tu as des concours
Maintenant, le pistage français, c'est quand même différent du man trailing. C'est-à-dire beaucoup plus formaté, je pense. Oui. Le chien, il doit vraiment suivre. Quand je dis vraiment suivre la piste, c'est-à-dire que il doit être vraiment au-dessus des pas de l'être humain. Si j'ai bien compris le principe du pistage français, il faut savoir que j'en ai jamais fait, mais j'ai déjà lu un truc sur le pistage français, et donc le chien, il peut pas dévier de sa piste. Je crois que que là on laisse toute la liberté au chien. En plus, c'est pas le même environnement. Oui, je pense que c'est dans un endroit fermé en plus. Ouais. Je pense donc non, le pistage français, je pense que c'est beaucoup plus contraignant, mais c'est fait pour les concours. D'accord. Est-ce que tu peux me décomposer une séquence de man trailing? Donc tu avais déjà commencé, donc d'abord on apporte un objet d'une personne qu'elle a porté. Oui. D'ailleurs j'avais même, je le mettrai en lien, mais j'avais vu une émission de Jamy, je sais pas si tu vois qui c'est, qui avait fait une spéciale man trailing avec un Saint-Hubert. Oui. Bon, c'était la gendarmerie, hein, donc c'est un peu spécifique, et il partait d'une bague, une simple bague, et le chien avait pisté, je crois à 3 km, il avait retrouvé, alors qu'elle avait mis du parfum, elle avait fait des pièges au chien, enfin c'était exceptionnel. Et alors ça paraît incroyable, oui, mais moi ce que j'ai vu dans ton stage, tu te souviens quand moi je m'étais caché c'était un berger australien, je crois, il m'a retrouvé en 5 minutes, et je lui avais fait des pièges, et en fait il a suivi exactement le parcours de tous mes pièges. C'était assez exceptionnel. C'était un couple qui avait 3 chiens, dont un chien qui était un futur chien guide, ou je sais plus. Oui, tout à fait, oui. C'était un... Et je sais pas comment on peut en arriver à ce niveau-là. Je pense qu'il y avait aussi une bonne lecture des maîtres par rapport aux chiens. Alors comment on peut en arriver là? C'est le travail sur la fréquence. Donc, si je reprends l'exemple d'Amanda et Christophe, eux, ils ont fait du man trailing très rarement. Moi, j'ai démarré les chiens il y a un peu plus de 2 ans, je pense. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait énormément de travail de recherche, de flair, en fait. Ils ont fait beaucoup de travail de flair. Donc, en fait, plus tu travailles le flair chez le chien, plus il est à l'aise sur n'importe quel travail. C'est comme un sportif de haut niveau, enfin un sportif en général. Voilà. Et il faut savoir aussi que je pense que le flair permet vraiment de donner confiance aux chiens, parce que faut savoir qu'un de leurs chiens était pas du tout confiant. On avait dû pas mal l'influencer quand on l'avait démarré, et actuellement il en est plus du tout là. Enfin, tu l'as constaté. Hein. Le chien, il prend des décisions. C'est impressionnant. Il est il est complètement concentré. Il ne demande plus l'autorisation de sortir des chemins. Ultra épanoui dans son exercice. Ouais, c'est vraiment assez incroyable. Donc, je crois qu'ils ont fait beaucoup de détection. Donc, la détection, c'est plus rechercher une odeur, c'est pas suivre une piste. C'est plus fin? Tu dirais que c'est plus fin ou c'est... Je pense que ça dépend de l'affinité. C'est différent. Et ça dépend de l'affinité de l'humain. Moi, par exemple, je préfère être dans le mouvement. Donc, la détection, c'est un peu plus... je dirais pas ennuyeux, mais un peu moins motivant pour moi. Donc... Et puis l'environnement. Oui, voilà. En trailing, tu es en extérieur. Là, c'était magnifique. Là, on était entre les deux caps du côté de Buissan. Il faisait super beau. On était avec des gens super sympas. Une super instructrice. Allez, on en rajoute. et tu vois, quand j'ai vu moi, j'ai fait un parallèle par rapport à ma vie de tous les jours avec les chiens. Et quand j'ai vu le plaisir que les chiens avaient à sentir toutes ces odeurs, à prendre des informations à droite et à gauche, et que je voyais tous ces gens dans la rue qui tirent leur chien à chaque fois qu'ils sentent une trace, je me suis dit, mais les chiens, ils sont malheureux, en fait. Je pense que les chiens acceptent beaucoup dans notre société. Je dirais pas qu'ils sont malheureux, parce que je pense que... Mais on pourrait les rendre plus heureux. Oui. Ne serait-ce qu'en leur laissant des espaces de liberté où ils ont le droit de... Imagine, je faisais une analogie, imagine les gens d'aujourd'hui, les gens modernes. Tu leur coupes Instagram, Facebook, tous les réseaux sociaux, et ils ne communiquent plus avec rien. C'est exactement ce qu'on fait quand on ne laisse pas le chien prendre ses odeurs. Imagine dans quel état d'esprit seraient les gens. Donc en partant de ce constat, laissez sentir vos chiens, quoi. Déjà, ça va les épanouir, ça va les détendre, et ça les stresse. Ils seront beaucoup moins stressés. Et c'est ça que j'aimais bien dans le man trailing. J'ai vraiment eu l'impression que sans faire de sport, sans prendre énormément de temps finalement,
tu pouvais déjà détendre ton chien et je pense effectivement accroître la relation homme-chien. Ouais. Et c'est ça, je trouve ça génial. Je trouve que c'est vraiment une belle discipline. Oui, moi je suis vraiment tombée amoureuse il y a quelques années de cette discipline et je suis vraiment une addict du man-trailing. Maintenant, pour les chiens qu'on laisse pas flairer, il y a aussi un apprentissage. Hein. On apprend aussi aux gens à faire ça. C'est une absurdité, sauf que je pense que les gens, en fait, et d'ailleurs, moi, je te remercie pour ce genre d'émission parce que c'est important d'informer les gens. Parce que, en fait, souvent, les gens ne savent pas. Et en fait, c'est en diffusant ce genre d'informations qu'on va pouvoir améliorer le bien-être du chien. Parce que quand on réfléchit bien, les gens ne laissent pas flairer leur chien pour une raison, pour pas qu'ils mangent n'importe quoi, pour pas qu'ils soient empoisonnés. C'est tout le temps, par bienveillance, enfin souvent par bienveillance. Parce qu'ils prennent pas le temps de les promener, ils les promènent 5 minutes avant d'aller au travail, donc ils sont stressés. Et s'ils avaient pris 5 minutes de plus, ils auraient pu laisser au moins la moitié du temps pour les flairer. C'est ça aussi. Oui, mais je pense aussi qu'il y a un manque de connaissances derrière. Et heureusement qu'il y a des émissions comme la tienne. On va se battre pour ça. Qui existent pour justement changer les choses. Parce que vraiment, les gens, moi, c'est ce que je constate dans la vie de tous les jours en tant que comportementaliste. Quand il y a des erreurs humaines, c'est toujours par bienveillance pour le chien. Souvent, en tout cas. Et là, vraiment, moi, il y a beaucoup de gens autour de moi qui laissent pas renifler leur chien. On va dire flairer pour dire les choses. De peur qu'ils absorbent une. De peur de voilà. Donc c'est souvent par bienveillance qu'il y a des erreurs quand même. Mais puis il y a aussi cette sensation de liberté parce que en man-trailing, faut aussi. On peut parler du matériel tout de suite, comme ça au moins ça sera une des réponses. Parce que le matériel est important en man-trailing puisqu'on travaille avec une longe. Oui. Alors la distance, tu peux peut-être me rappeler la taille de la longe. Moi j'aime bien personnellement j'aime bien travailler avec une longe de 12 mètres. Mais ça je crois que chacun est un petit peu ça dépend un petit peu de comment on sent, la sensibilité la rapidité du chien, enfin le nombre de kilos du chien, etc. La puissance du chien, oui, tout à fait. Voilà. Donc moi, je travaille avec les longes en biotane. Il y a des gens qui préfèrent les longes en nylon non, en cuir. En cuir, voilà. En cuir. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, je vais essayer une longe en cuir parce que je n'ai jamais essayé. Et j'aimerais bien quand même parler de la différence à mes clients. Fais-moi un retour, ça m'intéresse. Ok, je te le ferai avec plaisir. Ouais. Et donc, voilà, enfin, l'idée de la longe, c'est vraiment d'avoir alors, sans poignée aussi, parce que comme ça s'accroche pas. Moi, je la laisse derrière moi. Parce que quand tu... je ne roule pas parce que je suis nulle en longe. Et puis quand tu as un chien très puissant qui commence à sentir la piste, il démarre d'un coup, c'est ce que je me suis aperçu. Si ton poignet est pris dans la longe, ça peut être un peu embêtant pour le poignet. Ouais. Oui, tout à fait. Non, mais ça c'est clair. On peut se faire du mal en man-training. Ensuite, on travaille au harnais. Oui, au harnais qui dégage des épaules, surtout le harnais. Pas de Julius. Voilà, pour pas citer le marque. Oh, et tant pis. Il y a une nouvelle génération de Julius, mais en tout cas pas celle qu'on connaît le plus. L'idée, c'est d'avoir les épaules dégagées pour que le chien puisse travailler sans se faire du mal. Et pour pouvoir se concentrer, en fait, tout simplement. Parce que si tu es gêné, tu te concentres mal aussi. Donc, voilà ce qui concerne le matériel. Évidemment, une récompense. Alors moi, la récompense, pour moi, c'est vraiment en fonction du chien. La récompense, moi j'ai eu une chienne pendant des années, sa récompense c'était l'activité et le fait qu'on la félicite quand elle arrivait. Elle ne prenait pas la nourriture, donc très bien. Il y a des chiens qui adorent jouer à la fin donc oui, le boudin de mordant voilà, le jeu peut être une bonne récompense à condition de jouer avec, pas lui donner simplement le jeu. Bien sûr, jouer, un vrai jeu.
Et puis, bien sûr, la nourriture. Donc, on donne souvent quelque chose d'humide. Pourquoi ? Parce que il faut savoir que le man trailing a un impact sur la température corporelle du chien. Je vous ai expliqué pendant le stage, donc au repos, un chien effectue à peu près entre 45 et 60 mouvements à la minute, mouvements respiratoires à la minute, et en fonction des races. Et en fait, quand ils sont en man training ou en détection, ça peut aller jusqu'à 250 mouvements respiratoires. Donc avec un système de chaleur dans le système nasal, j'imagine. C'est surtout que en fait, ça va augmenter la chaleur corporelle, et donc le chien est vite déshydraté. Ah oui, Faro, il a bu incroyable. Oui, voilà. Et donc, on évite les choses salées, on évite des trucs trop secs, on donne quelque chose d'humide et surtout quelque chose de rare, que le chien a, que ça soit une vraie récompense, et surtout de l'eau à chaque fin de piste. D'accord. Est-ce que c'est une discipline qui est ouverte à tous les chiens ? Je pense, tu sais, particulièrement aux brachycéphales, aux museaux courts, pardon. Type bulldog. Ouais. Alors, moi, cette discipline, je la ferme à aucun chien. Tu auras certainement d'autres instructeurs qui te diront non, les bulldogs, etc. C'est pas bon. Moi, il faut savoir que j'ai très rarement des bulldogs en été, parce que ça peut être quand même dangereux. Je trouve que les carlins, tous les oui, tout à fait, qui ont du mal. La truffe pratiquement plate, je pense qu'il faut éviter pendant les grosses chaleurs, en tout cas. Est-ce qu'il y a un âge minimum, un âge maximum ? Parce qu'apparemment, même dès qu'ils sont chiots, tu peux attention, c'est pas du man trailing, mais tu peux commencer déjà à les initier à utiliser leur flair. Oui, moi j'avais initié ma petite chienne à 3 mois, mais je l'avais mis derrière mon chien expérimenté. C'est-à-dire qu'elle suivait. Par mimétisme. Par mimétisme, ça marche très 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 bien, le fait de suivre un chien adulte expérimenté. Et en fait, elle a été exceptionnelle tout au long de sa vie, vraiment génial. Maintenant, c'est vrai que si tu veux commencer en stage, par exemple, on va éviter les chiots. On va éviter les petits chiots, ou alors on va les faire travailler de façon très très courte. Oui, des petits épisodes. Donc tu me disais que ça pouvait être aussi très bénéfique d'utiliser le man trailing en rééducation, de façon moi j'utilise beaucoup. Par rapport à la concentration. Ouais. Tu as des chiens par exemple qui ont des problèmes de concentration. Ça permet de développer des capacités de concentration. Enfin, c'est ce que j'ai pu constater pour des chiens par exemple qui sont sortis de milieux qui étaient pas très enrichissants pour eux, qui étaient en détresse acquise. Il y a beaucoup de chiens qui se retrouvent en refuge et qui sont en détresse acquise. Tu peux rappeler, parce que c'est vrai qu'on utilise beaucoup de mots, nous, et de temps en temps, c'est bien de... Alors, la détresse acquise, c'est un état, en fait, moi, je mettrais ça un état qui est dû à un traumatisme, c'est-à-dire que le chien, il a voulu sortir d'un environnement peu adapté à son bien-être ou à une situation qui était pas bien pour son bien-être, et en fait à chaque décision qu'il a prise, il a échoué, et donc en fait au bout d'un moment il a appris que chaque comportement qu'il pouvait effectuer était une situation d'échec, et donc il reste figé sur la situation et il ne fait plus rien. Il ne s'intéresse plus à rien. Donc, un chien qui n'est plus curieux, c'est un chien qui va pas bien, en tout cas. Qui attend la fin, quoi, si je résume. Oui, ou qui fait semblant que la situation n'existe pas. Oh, pauvre loulou. Non, mais tu sais comment j'adore les animaux, et je supporte pas d'entendre qu'il y a des choses comme ça. Les temps d'une séance... parce que j'imagine que chien expérimenté, chien débutant, il ne faut pas que ça soit trop long non plus, parce que c'est très fatigant pour eux. Ouais. Alors, tu veux dire pour la rééducation ou pistage de rééducation ? Non, si on repart sur le man training, tu sais, le temps d'une séance, parce que là, par exemple, c'était, on avait 2 pistages par jour, parce qu'après, c'était trop fatigant pour le chien. Alors, en fait, donc il faut distinguer les entraînements des stages.
D'accord. Les entraînements, c'est vraiment pour travailler certaines problématiques, pour des personnes et des chiens qui viennent assez régulièrement. Un entraînement 2 fois par an, c'est pas un entraînement. Donc, c'est des gens qui connaissent un petit peu, donc qui vont travailler sur certaines problématiques, qui vont essayer des nouvelles choses, parce qu'il y a des chiens qui n'ont pas forcément de problématiques, et donc on va essayer des nouvelles choses sur le chien. Et donc ça dure à peu près une demi-journée, et j'accepte 4 à 5 chiens par demi-journée. Et en général, il y a 2 tours avec plusieurs pistes. Maintenant, il faut distinguer ces entraînements. Donc, c'est souvent des chiens que je connais, qui reviennent régulièrement. Enfin, c'est que des chiens que je connais. Donc, j'organise aussi des stages. Alors, les stages, c'est plus soit les gens viennent pour la première fois et c'est plus une découverte. Moi, j'aime bien mélanger les niveaux. Moi, c'est ça. Parce que c'est important, je trouve, pour les gens. Je trouve que c'est plus enrichissant pour les gens. Ça permet le midi, j'ai adoré parce que tu as des échanges qui sont vachement intéressants. Merci, c'est gentil. Ben c'est ça, c'est le partage en fait. Ah oui, non, mais en fait, je trouve que c'est intéressant aussi de voir les autres chiens travailler. Moi, j'adore observer les autres chiens travailler quand je suis en stage et que je suis participante. J'aime bien voir les autres personnes travailler, etc. parce que j'apprends aussi sur mon comportement. J'apprends sur mon chien. Et je me dis, tiens, c'est vrai que j'ai cette problématique avec elle. Ah, elle gère comme ça. Je pourrais peut-être tester ça. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment très très bien. Et je trouve que le fait, alors évidemment, il y a des stages où tu fais que des niveaux, où tu travailles certaines problématiques, où tu veux travailler certaines choses, c'est un peu plus expérimenté. Mais moi, j'aime bien mettre différents niveaux dans un stage parce qu'en fait, ça permet aussi aux gens qui commencent d'interagir avec d'autres personnes qui ont commencé il y a 2-3 mois. Et ah ouais, quand même, vous en êtes là. Ah ouais, ça peut être bien. Et je trouve que c'est une activité qu'il faut promouvoir parce que c'est très sain pour la relation homme-chien. Et tout ça, le fait d'avoir différentes personnes, différents chiens, ça permet aussi de se motiver. Tout à fait. Et puis c'est peu coûteux, quoi. Non. Par rapport à certaines activités qui peuvent coûter très cher, finalement, c'est l'achat d'une longe, d'un harnais, et puis des personnes compétentes pour encadrer, et puis voilà. Et je pense qu'on retrouve des stages un peu partout en France. Toi, ton planning, il se remplit à vue d'œil. Quand est-ce que tu reviens dans le Nord? Où est-ce qu'on... D'ailleurs, à la fin du mois, je suis en Belgique. Ah, c'est pas loin, ça. Mais c'est complet. Et au mois de juin aussi, je suis en Belgique, donc un peu plus près de vous, parce que là, ça sera en province du Luxembourg. Ce mois-ci, mais au mois de juin, je serai du côté de Hâte et là aussi c'est complet. Pour les personnes qui voudraient te contacter éventuellement pendant que j'y pense, on peut aller sur ton site internet. Voilà, donc c'est www.karinefauché.com. Karine avec un K et Fauché comme le verbe. Où là on a toutes les informations et puis en plus on a les plannings et éventuellement les inscriptions au stage. Parce qu'il faut ajouter que tu fais aussi des formations en ligne. Oui, tout à fait. Donc, moi, je suis le comportement. Moi, à la base, je suis dans le comportement. Le man training est quelque chose de vraiment complémentaire pour tous les problèmes de comportement, mais c'est 2 activités différentes. Par contre, moi, mon premier amour dans le chien, c'est tout ce qui est traumatisme et troubles du comportement. Oh, toi, tu es en train de me préparer une transition. Juste avant ça, est-ce que tu peux juste nous faire un petit point sur les capacités olfactives du chien? Parce que c'est quand même assez exceptionnel. On ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. Alors, qu'est-ce que tu entends par mise au point? Là, tu vois, j'avais regardé un petit peu l'organe du chien, par exemple. Ce que j'avais lu, c'est que c'est 4 cm² chez l'homme et 130 cm² chez le chien. C'est le nom. Après, c'est une moyenne. Le nombre de capteurs olfactifs, ça va jusqu'à 300 millions pour le Saint-Hubert chez le chien et 10 millions chez l'homme. Donc c'est quand même 30 fois plus, quoi. Donc, et en plus que la partie du cerveau réservée à l'analyse de l'olfaction était beaucoup plus développée chez le chien que chez l'homme. Ouais, ça c'est quelque chose qui est sûr. Maintenant, faire une comparaison entre 2 espèces différentes, je trouve que
c'est pas ça nous permet d'avoir une perception, nous, humains, mais c'est pas forcément révélateur. Je pense qu'il y a le cochon aussi, a des... Oui, tout à fait. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut continuer à ne pas laisser sentir son chien, quoi, sachant que c'est son plus gros, c'est l'organe principal de ses sens, quoi. Il faut absolument laisser flairer son chien. Ça, c'est important pour son bien-être, pour connaître son environnement. S'il y a vraiment un message que je peux dire aux personnes qui nous écoutent, c'est laisser flairer votre chien, parce que ça va lui permettre tout simplement de ne pas devenir anxieux et d'avoir des capacités d'adaptation en fonction de certaines situations. Plus il va flairer, plus il va connaître de choses. Et quand on connaît beaucoup de choses, c'est pareil pour tous les mammifères. Je fais pas du tout... je fais pas du tout d'anthropomorphisme quand je dis ça. C'est pareil chez tous les mammifères. Plus on connaît les choses, mieux on peut les aborder. Et c'est exactement ça, ça que je veux dire. Laissez vos chiens flairer parce qu'ils sauront beaucoup mieux aborder la vie et aborder les nouvelles situations. Voilà. Pour finir sur le sujet de l'olfaction, est-ce que tu pourrais donner aux auditeurs un tout petit exercice qu'ils pourraient faire chez eux, facile, pour aider le chien à pouvoir exercer son odorat? Oui, tout à fait. Donc, tout simplement, vous cachez des petites friandises dans le jardin ou dans le salon, sauf s'il fait de la destruction. Ne faites pas ça si le chien fait de la destruction. Oui, parce que sinon, ça ne va qu'accroître l'effet de destruction. Ouais. Vous cachez des friandises dans votre jardin sans qu'il vous voie. Et puis ensuite, vous le laissez... vous voyez comme on fait avec les enfants pour les œufs de Pâques, en fait. Et vous le laissez... puis ensuite, vous le sortez, puis vous lui demandez de chercher... si vous mettez des choses intéressantes... qu'il a très rarement, vous allez voir, il va mettre son flair tout de suite et ça va lui permettre de développer son flair. Attention, ne pas mettre de viande fraîche parce que ça peut être dangereux, c'est pas très très bon pour la santé. L'idée, c'est vraiment plutôt de mettre des choses qui sont très rares pour le chien, mais qui sentent assez pour qu'il puisse mettre sa truffe par terre tout de suite. Et ça va développer son flair et ça va lui faire beaucoup de bien aussi. Donc ça, c'est un exercice simple. D'ailleurs, j'ai un exemple d'exercice comme ça sur mon site internet, mon blog, très bien. où je mets tout ce que vous pouvez faire en fait sur le pistage de nourriture dans le jardin. Et attention, ne faites pas ça à l'extérieur de votre jardin parce que l'idée c'est de ne pas, on va pas apprendre à nos chiens à manger à l'extérieur. Ça, c'est très... C'est ça. Il faut vraiment que ça soit encadré. Ouais. D'accord. Bon, super. Bah écoute, là, nous sommes déjà à 38 minutes, rien que sur le mantrailing, et encore, j'ai pas creusé, parce que j'ai encore des questions. Au niveau, je vais en poser encore une. Au niveau du tri des odeurs, comment on fait le chien? Parce que il y a des environnements qui sont en ville. J'imagine que c'est encore plus difficile pour le chien qu'à la campagne. Je crois que ça dépend du développement du chien. Oui. C'est l'entraînement qui fait. Oui, l'entraînement. Mais c'est aussi, les premiers mois de sa vie, l'ontogénèse de l'individu. C'est important. Mm-hmm. Parce que moi, je vois ma chienne, elle a vécu ses premiers mois en ville et je la trouve plus performante en milieu urbain qu'en forêt. D'accord. C'est un constat. Ça ne veut pas dire que c'est vrai pour tous, mais je pense que, c'est comme tout, l'apprentissage, l'ontogénèse de l'individu, c'est le plus important. Et comment il fait le tri? Je suppose qu'il fait comme nous. Donc, je dis toujours aux gens, nous, qu'est-ce que c'est notre perception? C'est plutôt le visuel. Donc, on nous demande, par exemple, de chercher du gris entre la couleur violette et bleue. On va dire, ça c'est bleu, ça c'est violet. Ah, le gris est là. Voilà. Je pense, voilà. C'est difficile de savoir. Ouais. Ok. Bon, ça c'est déjà bien. Pour ceux qui veulent en savoir plus, de toute façon, je sais même pas, il y a une association du mantrailing ou quelque chose comme ça? Je sais même pas. Association. Alors, il y a plein d'associations qui font du mantrailing. Par exemple, tu as la Croix-Rouge qui fait ça. Tu peux aller sur le site de Jeff Shelter, qui est en anglais. En français, De toute façon, maintenant, tu as les sous-titrages automatiques. Donc, ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais. Ah, je ne savais pas. D'accord. Si, je m'en sers beaucoup sur YouTube. Alors après, de temps en temps, c'est un peu léger au niveau du français, mais globalement, la phrase complète, tu arrives à comprendre ce qu'il dit.
Très pratique. D'accord. Tu peux mettre de la traduction comme ça sur un site. Ouais, en direct sur les sous-titres. Ah ouais. Ah, je savais pas. Dans toutes les langues, c'est extraordinaire. Ah oui. Ah, merci YouTube. Donc ça, c'était la première partie. La deuxième partie, je sais où tu es très très sensible sur le sujet, c'est le MDR. Mm-hmm. Mais qu'est-ce le MDR? Qu'est-ce parce que là, c'est aussi un sujet, ça a été une découverte pour moi. La traduction, c'est Eye Movement, Desensibilisation and Reprocessing. Bon, je parle très bien anglais, hein, comme tu peux remarquer. Tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Alors en fait, le MDR, c'est une méthode qui existe chez l'être humain depuis, je crois, les années 80 ou un peu avant. D'accord. Donc c'est une méthode qui permet de désensibiliser. Alors je vais désensibiliser sur des phobies. Donc les phobies, qu'est-ce que c'est? C'est des peurs infondées ou sur des traumatismes. Alors un traumatisme, je vais juste dire ce que c'est. C'est un événement où il y a eu une souffrance psychologique et ou physique. Il y a une espèce de notion de la remise en cause de la survie et un phénomène incontrôlable pour l'animal. Et donc, quand on a un traumatisme, souvent c'est figé dans une partie de notre cerveau qui ne doit pas contenir l'information, qui s'appelle le cerveau émotionnel. Et on garde des choses dans ce cerveau et dans le milieu du cerveau qu'on ne devrait pas. En fait, on devrait juste stocker quelque part, dire voilà, ça peut être dangereux, ça c'est pas dangereux, etc. Et en fait, on devrait avoir que des informations comme ça stockées dans notre cerveau. Sauf que quand un mammifère a un traumatisme, c'est stocké dans le mauvais endroit. Parce que le cerveau émotionnel est juste un lieu de transit, normalement. Donc, le MDR va permettre de réchauffer le cerveau gauche et le cerveau droit pour pouvoir, en fait, enregistrer l'information et la placer au bon endroit dans le cerveau. Voilà. Et donc, ça passe par une mise en situation de l'animal vis-à-vis de... Par rapport à sa phobie ou son traumatisme. Et donc chez les mammifères, on va tapoter. Donc il faut savoir que le MDR, ça a été pour les animaux, ça a été adapté par Fabienne Lannes, qui est une femme vraiment. Enfin moi j'ai suivi sa formation. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un de formidable. Emanasso. Oui, elle a créé l'association Emanasso pour former les gens. Mais donc elle est psychologue pour être humain. Donc elle fait de l'EMDR pour être humain depuis des années. Et en fait, elle a voulu adapter cette méthode aux animaux. Elle a fait ça à travers sa chienne. Elle a aussi une très très belle histoire. Je te conseille de l'interviewer parce qu'elle a une très belle histoire avec sa chienne. Et ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant dans son approche, c'était son protocole. C'est-à-dire qu'elle parlait des sens aussi. Et ça m'a un peu confortée dans le sens ressource chez le chien qui est le flair en fait. Et c'est pour ça que je parle aussi beaucoup de pistage comportemental parce que le MDR pour moi a été une porte ouverte pour résoudre des problèmes de traumatisme, de phobie, mais ça a été aussi une porte ouverte pour travailler en pistage. D'accord. Mais donc le MDR est maintenant adapté aux animaux grâce à Fabienne Lannes et c'est une méthode. Enfin moi avant de faire la formation, je crois que je l'ai fait en 2014 ou quelque chose comme ça, je sais plus. Je faisais à peu près une bonne dizaine de sessions de désensibilisation par animal. Alors, je parle de désensibilisation, mais en fait, on ne désensibilise pas un individu, on atténue sa sensibilité. C'est un mot qui est mal utilisé, mais je voulais juste le préciser. D'accord. Et l'idée, c'est vraiment, en fait, donc, je faisais à peu près une dizaine de sessions pour un problème, etc. Grâce au protocole de Fabienne et grâce à l'EMDR, j'en fais pas plus de 4.
pas plus de 4 sessions. Donc ça a tout changé pour les propriétaires de chiens. Et cette méthode, pour moi, elle est vraiment révolutionnaire si elle est bien appliquée, évidemment, si on a bien compris le protocole. Mais pour moi, c'est vraiment une ouverture sur le bien-être canin et sur les autres animaux aussi, parce que Fabienne, elle a adapté ça à tous les animaux, enfin à tous les mammifères. Et moi, je trouve que c'est une vraie révolution dans le bien-être animal. Et par rapport à, pour essayer d'être concret par rapport aux gens qui ont du mal à se projeter, si tu veux, sur le MDR, c'est quoi? C'est, je sais pas, je prends un exemple. J'ai un chien qui a peur des feux d'artifice. Je sais pas, hein, je dis peut-être une bêtise, ou d'un aspirateur, tout simplement. C'est ça? Ça peut être tout à fait. Oui. Moi, j'avais le problème avec l'aspirateur. D'accord. Et à partir de plusieurs séances, j'imagine, de rééducation, je sais pas. Je te dis, tu fais pas plus de 4 séances avec le MDR. J'ai jamais fait. Si on se trompe pas dans le protocole, ça va très vite. Je trouve que c'est une méthode qui va très très vite, à condition de travailler soit sur un traumatisme, soit sur une phobie. Si c'est pour travailler sur de l'anxiété, sur des choses, faut pas utiliser le MDR. Faut plutôt habituer le chien à des choses. Tu vois. Oui, faut que ça soit chirurgical et vraiment pour une problématique bien définie au départ. Tout à fait. C'est ça. D'accord. Et donc là, le MDR, il y a beaucoup de gens qui pratiquent ça en France? Oui, on est plus. Moi, je te dis, c'est la première fois que j'en entends parler. Si tu vas sur le site des Manasso, tu as une liste de praticiens. Je suis sûre que tu en as dans le Nord aussi. Ils organisent des formations tous les ans chez Manasso. D'accord. Je pense qu'ils ont même continué pendant le Covid grâce à tout ce qui était Zoom, plateformes comme ça. Ils ont continué à former. Je sais parce que moi j'ai des étudiants qui sont allés, qui ont suivi la formation en ligne. D'accord. Et voilà, moi j'ai trouvé que c'était une de mes meilleures formations que j'avais suivies en tout cas. Et donc toi tu t'en sers également. En fait, ça fait encore une corde à ton arc. Oui. Moi, je suis très, très ouvert d'esprit. Dès qu'on me parle de bien-être du chien, je me dis, tiens, ça, c'est intéressant, je suis preneuse. Je vais aller voir. Ouais, je vais aller voir. Ouais. Alors, c'est quoi la prochaine étape? Et là, c'est demain. Je suis en formation avec... j'espère que je ne vais pas écorcher son nom. C'est une Italienne, Marina Garfolini, qui vient chez Paulina Drury. Elle a une approche sur la communication canine. Communication animale? Communication canine. Canine, d'accord. C'est spécialisé chien et donc c'est une formation d'1 an que j'ai commencé l'année dernière et je trouve que c'est une approche que j'ai pas eue jusqu'à maintenant, donc je demande à voir. Et puis après, il y a le stage de man training avec Jeff et ce sera une première pour ma petite manga. Voilà. Et Jeff, alors, donc, c'est quoi? C'est un spécialiste? C'est Canine, lui. C'est Ah oui, d'accord. Le groupe Canine. Donc ça vient des États-Unis, alors? Oui, il vient des États-Unis. Là-bas, je crois que c'est l'incontournable, Canine. Oui, tout à fait. Il y a Coacher et Canine. Voilà. Et donc toi, en plus de ça, par rapport aux formations que tu donnes en ligne, quels sont les futurs programmes des formations que tu donnes, toi? Alors, donc, moi, j'ai des projets qui arrivent, qui ne sont pas encore... Chut, on n'en parle à personne. Ils vont être dans le Nord, d'ailleurs. Ça, voilà. Les amis, venez chez nous. Donc, le mois prochain, j'espère pouvoir l'annoncer sur ma page Facebook. Mais moi, oui, je continue donc je donne des formations sur les troubles du comportement, sur les traumatismes chez le chien, sur tout ce qui est réhabilitation de chiens de refuge, des chiens qui ont été malmenés. Donc on peut s'inscrire sur ta page internet. Oui, tout à fait. J'ai aussi une approche donc j'ai 2 jours d'atelier. Donc la prochaine formation que je donne, c'est la gestion de la consultation. Moi, je trouve que quand on se forme au niveau canin et quand on commence à donner des consultations, on ne sait pas trop comment parler aux gens. Tout à fait. Et en fait, pour pouvoir faire du bien aux chiens, c'est important de pouvoir expliquer certaines problématiques aux gens sans les juger. Parce que quand les gens se sentent jugés quand
on les culpabilise sans le vouloir, hein, l'information passe mal et c'est pas la personne le paye, mais c'est surtout le chien qui va le payer. Et en fait, au final, toujours le chien. Ouais, exactement. Et c'est pour ça que je parle de bienveillance vis-à-vis de l'humain. Et le cours sur l'atelier de 2 jours sur la gestion de la consultation, c'est plus de la communication humaine, plus des choses comme ça, mais comment aborder des sujets délicats. Voilà. Ouais, parce qu'il y a des problématiques, ça ne doit pas toujours être facile. Donc, ok. Donc, si on veut s'inscrire sur l'une de tes formations, il suffit juste d'aller sur ton site karinefaucher.fr. .com. Donc, Faucher, F-A-U-C-H-E-R, si je ne dis pas de bêtises. Et Karine avec et on va dans ta rubrique formation. Oui. Tu m'as dit que tu allais faire des formations dans le Nord, c'est ça? Et j'ai 2 projets dans le Nord. Bon, attends, je vais pas aller jusqu'au bout. Je vais le laisser pour Facebook. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, allez très très vite sur Facebook et Instagram, vous aurez les informations en premier lieu. En tout cas, tu vois, Karine, c'était passionnant parce que j'ai même pas vu le temps passer. On est déjà à 50 minutes. Ah oui, oui. Je suis désolée, je parle beaucoup, je m'emporte un peu. Non, c'est le problème des gens passionnés. Hein, j'ai le même problème. Donc, je sais je comprends de quoi tu parles. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose de plus? Est-ce que tu aurais un mot particulier à dire à tous les maîtres des toutous? C'est ta minute à toi. Ouais, d'accord. Alors, moi déjà, si vous nous écoutez, c'est que déjà vous intéressez au bien-être de votre chien. Donc ça, c'est génial. Oui, c'est capital. Merci pour eux. Et moi, j'adore les initiatives comme tu as pris, Nicolas, de créer une émission sur l'information du chien, parce que c'est en informant le public qu'on va améliorer le bien-être du chien. Donc vraiment un grand merci. Et moi, j'ai un rêve, tu sais quoi? C'est de vider toutes les LPA et tout ça des chiens. Je voudrais des cages vides. Ah je te suis à 100%. Là, je pense que il y a un projet qui va te plaire. Avant de l'annoncer sur Facebook, je t'enverrai un petit email. Ah, j'ai hâte, ça marche. Alors, et puis, de toute façon, vider les LPA, bon, on sait que c'est un rêve vain, mais vider les LPA, ça commence par former les maîtres. Les former sur les méthodes d'éducation, mais c'est aussi les former sur le choix du chien. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, ils ont tendance à prendre des races de mode. Je pense au Malinois en particulier, parce qu'il va représenter aujourd'hui 50 ou 60% de toutes les LPA. Et ça, je trouve ça dommage, parce que c'est un chien qui est ultra actif et on n'a pas forcément les vies qui peuvent correspondre à ça. Toi et moi, on va avoir une vie parce qu'on a fait en sorte que notre vie puisse correspondre à ce type de chien. Le problème, c'est que le particulier, le tout à chacun, n'a pas forcément le temps, et que c'est aussi le travail de l'éleveur de refuser de vendre des chiens à certaines personnes. Ça, malheureusement, ça viderait déjà une grosse partie des LPA et autres. Ouais. Je sais pas ce que le truc, c'est que pour être un bon éleveur, il faut arrêter tout ce qui est magasin qui vendent des chiens. Tout à fait. Tu connais mon point de vue là-dessus. Hein. Il faut laisser l'opportunité aux éleveurs d'être éleveurs. Malheureusement, il y a des gens passionnés que je connais, moi, qui ont arrêté l'élevage et qui étaient des bons éleveurs. Donc, avant de pouvoir... moi, je conseille toujours aux gens d'aller chez des éleveurs familiaux, mais il y en a de moins en moins. Tout à fait. Parce que, en fait, c'est beaucoup plus contraignant pour des gens sérieux, malheureusement, que pour certaines animaleries. Donc voilà, je trouve qu'il faut mettre de la valeur sur certains métiers qui sont primordiaux pour le bien-être du chien. C'est important de valoriser un métier comme l'éleveur pour qu'il puisse dire non, votre vie ne s'adapte pas à cette race. Tu sais, en Finlande, il y a pas de refuge, je crois. Il y a que des éleveurs familiaux. Tu n'as pas de personnes qui donnent des chiots comme ça sur le bon coin ou des choses comme ça. Et en fait, les éleveurs se déplacent dans les futurs logements pour voir l'environnement s'il correspond à la race. Voilà. Et ils sont en droit de dire non à des futurs adoptants. Le truc, c'est qu'on ne laisse pas les éleveurs pouvoir dire non dans nos sociétés à nous. Donc, c'est ça le problème. Donc pour moi, une valorisation du métier est primordiale pour le bien-être du chien au final. Parce que les gens qui veulent vraiment, par exemple, un berger allemand, tu l'as... Très bon choix.
J'ai eu, tu vois, quelqu'un comme ça il y a 2 semaines il y a en fait, il y a un truc qui est vraiment très très bien, c'est que dans notre métier, il y a 10 ans, on n'avait pas de consultation en conseil en adoption. Maintenant, on a de plus en plus. Alors, je trouve ça exceptionnel. Oui, tout et à fait. Les gens, en fait, m'ont contacté, c'est leur premier chien, ils veulent pas tenter. En amont de l'adoption. Ouais, et en fait, ils aiment bien la mentalité du berger allemand. Et quand tu leur poses des questions, alors, je pense que aussi, je trouve que ce chien-là est magnifique. Je pense que eux aussi, ils ont une affinité de beauté. Mais au-delà de ça, ils aiment bien le caractère du berger allemand. Et là, tu es obligé de leur dire, écoutez, vous allez à 500 km de chez vous parce que là-bas, il y a un bon éleveur. Tu vois, ça, c'est bon. Voilà. Ils vont le faire. C'est ce que j'ai fait. Ouais. C'est ce que j'ai fait. Ils vont le faire. Mais tu vois, je trouve que voilà, si on avait un peu plus l'opportunité de faire certains métiers et vraiment les faire par passion, parce que je suppose que l'élevage doit être fait par passion. Si on a 60 races de chiens, on ne le fait pas par passion, c'est plus un puppy farm pour moi. Bien sûr. Mais voilà, je trouve qu'il faudrait déjà laisser l'opportunité à des gens passionnés de pouvoir exercer un métier. Pour revenir à ce que tu disais, la vente de chiens en animalerie, je trouve ça presque dommage qu'on ait attendu 2024 pour arrêter. Hein. Il y a encore 2 ans où il va y avoir des chiens en animalerie. Oui, mais est-ce qu'on va pas les mettre dans la boutique ? Parce que moi, j'ai vécu dans un pays où on a fait ça et puis les chiots étaient plus en vitrine. Ils étaient dans la boutique ou ils étaient sur catalogue. Alors maintenant, personnellement, je pense qu'on a encore fait, on a fait du franco-français. Je pense qu'avant de légiférer, je préfère avoir, ça risque d'être interprété, tant pis, mais je préfère avoir des chiens dans une animalerie avec des gens qui surveillent ce qui se passe que des chiens vendus sur le bon coin où tu n'as aucune visibilité, aucune traçabilité. Tu vois, à choisir. Je sais que le problème, c'est que c'est un choix un peu compliqué. Je préférais qu'il n'y en ait pas du tout, on est bien d'accord. Mais au moins en animalerie, je suis bien placé pour le savoir, nous on est contrôlé en permanence. Moi je travaille avec un vétérinaire qui vient faire des visites régulièrement. J'ai choisi un vétérinaire très connu parce que moi je voulais que ce soit un vétérinaire très compétent. À nous de l'imposer, le vétérinaire qui soit compétent et qui soit spécialisé dans le chien à la limite si les gens veulent prendre des chiens. J'ai encore eu le cas, tu vois, j'étais à Plédran la semaine dernière pour la Coupe du Monde de canicross et j'ai vu un monsieur qui a acheté un chien dans ma région, donc il était en vacances en Bretagne, il a acheté un chien dans ma région en me disant que c'était un husky. Je connais plutôt bien le chien, son chien c'est un chien croisé automatiquement c'est sûr, et le monsieur me disait qu'il avait les papiers de race, donc ça veut dire qu'il y a eu un trafic en amont, et ce chien venait d'une animalerie. Donc là il y a vraiment un problème, le problème il est là, il est sur le trafic. On sait qu'on a 6 mois, en gros, hein, je vais résumer, tu me dis si je dis des bêtises, mais on a vraiment 6 mois, les 6 mois d'imprégnation là, qui sont capitales pour le chiot. Si déjà dans les 6 mois il en passe 2 dans une animalerie, déjà il y a un gros problème. Sachant qu'en général, s'il passe par une animalerie, il a déjà été séparé de sa mère à 2 mois à peu près. Hein. Ce genre d'éleveurs-là ne respecte rien, puisque c'est eux qui vont alimenter les animaleries. Donc toute la problématique est de remonter la filière au niveau des éleveurs et le transfert des chiens d'un pays à l'autre. Il est là le problème. Mais tu sais, c'est exactement ça. C'est exactement pour ça qu'il faut faire des émissions comme tu fais, pour justement informer le public. Parce que s'il n'y a plus de demande, il n'y aura plus d'offres. Tout à fait. C'est comme dans tout. De toute façon, aujourd'hui, je le dis haut et fort, le consommateur, c'est lui qui décide. Le consommateur, ce qui n'était pas le cas il y a encore 20 ans en arrière. Donc à nous d'acheter en conséquence, mais par contre, à partir du moment où on achète, on assume. Et ça, c'est valable pour tout. Ouais, mais des fois, il faut lâcher prise. Tu vois, moi, il m'est arrivé de dire à 3 personnes, ça fait plus de 13 ans que je suis dans le domaine, mais ça m'est déjà arrivé de dire à 3 personnes, le meilleur service que vous pouvez rendre à votre chien, c'est de le placer chez quelqu'un d'autre. Et je pense qu'en tant que comportementaliste, en tant que professionnel, on doit dire des choses comme ça. Ça, c'est très, très important pour le bien-être du chien. Parce que des fois, en fait, il n'y a pas d'autre moyen. L'environnement n'est juste pas adapté. Et les gens, il y a un mauvais casting aussi. Hein. Attention, il y a des gens qui se loupent sur la race. Voilà. Mais en tout cas, le fait d'assumer ce qu'on achète, oui, mais pas jusqu'au moment où le bien-être est remis en cause quand même. Oui, tu as raison de le préciser. C'était ma pensée, mais tu as raison de le préciser. Bon, bah écoute, Karine, je pense qu'on a fait... Ah si, est-ce que tu aurais des livres
à conseiller, ou des DVD ou des choses comme ça? Alors, tu connais un peu le livre là, parce que c'est très à la mode en ce moment avec comment ça s'appelle, Les signes d'apaisement. C'est une Suédoise, je crois, ou une Finlandaise. Norvégienne. Apparemment, c'est norvégienne. C'est Turid Rugas qui l'a. Voilà, c'est ça, ou Norvège. C'était dans les pays du Nord, j'étais pas loin, j'aurais dû m'arrêter à ça. Pourtant, c'est pas récent. Non, c'est pas récent, mais c'est un très très bon livre. Elle a écrit un autre livre plus récent. Moi, j'ai eu le plaisir de la rencontrer. J'ai vu ça. Je crois que j'ai vu ça dans ton CV, oui. C'est quelqu'un de très très chouette, cette femme. Hein, beaucoup de respect pour elle. Elle a écrit un livre sur les aboiements. Alors, je suis très mauvaise au niveau de la mémoire sur les titres de livres. Mais c'est pas grave, mais on pourra le mettre en lien éventuellement. Voilà, si vous tapez Turid Rugas, vous avez différents livres. Qu'est-ce que je peux vous conseiller? L'incroyable odorat du chien, il est sympa comme livre. D'accord. Qui va bien avec le sujet du jour. Oui, tout à fait. Vous avez aussi... c'est une Suisse qui a écrit ça. C'est un bouquin que j'ai lu il y a très très longtemps, mais qui m'a beaucoup marqué. C'est Mon chien, un loup civilisé. D'accord. C'est intéressant. Elle ouvre des portes sur des choses. Maintenant, je pourrais te faire une liste de bouquins que j'ai beaucoup aimé. Bah oui, parce que les gens vont bientôt partir en vacances. Ouais. Ça va bientôt être les grandes vacances, donc il va falloir qu'ils mettent ça dans leur sac le temps qu'ils l'achètent, qu'ils le reçoivent. Voilà, ouais. Et ben, si tu veux, je te ferai une liste de bouquins que j'ai beaucoup aimé. Mais je suis très mauvaise pour me rappeler. Il y a Fabienne Lannes qui a écrit un bouquin sur le MDR. Ça. D'accord. Et je suis en préface d'ailleurs. Donc voilà. Ah bah il fallait le signaler, je vais l'acheter. Je pourrais avoir une dédicace, madame. C'est surtout Fabienne Lannes qui faut demander la dédicace. Mais je te conseille de l'interviewer, c'est une chouette femme. J'aime beaucoup. Bah, je prendrai ses coordonnées, j'essaierai de la contacter. Ouais, je te donnerai ses coordonnées si tu veux. Il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir. Bon, écoute, en tout cas, c'était un vrai plaisir de trouver. 1 heure. 1 heure, tu vois. Et encore, je sais que tu te retiens parce que tu as encore plein d'informations à donner. On devra faire un 2e épisode en fin d'année. Avec plaisir. Avec les nouvelles informations qui vont sortir bientôt sur Facebook. Je fais du teasing. Suivez Facebook, Karine Fauché, suivez-la. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir consacré du temps. Merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. À très bientôt. Je vous invite tous à aller sur le site de Karine et puis d'aller voir un peu les formations. Vous ne pouvez pas trouver de prétexte pour dire que vous ne pouvez pas aller chez elle parce qu'elle habite dans le Loiret, plus que vous pouvez le faire en vidéo. Donc ça, c'est un gros avantage. Et puis, à très bientôt. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis jusque-là. Je vous donnerai toutes les informations dans les liens en ce qui concerne les livres de Karine. Et comme ça, vous pourrez passer un bel été en lisant sur les chiens et pour connaître de mieux en mieux votre chien. Si le Mantrailing vous intéresse, je vais essayer également de vous mettre des liens qui vous permettront de vous rapprocher des clubs en fonction de votre région. Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour le prochain épisode. Au revoir. Voilà qui clôture ce 7e épisode de Dog ADN. J'espère que vous aurez apprécié cette nouvelle rencontre et qu'elle vous aura donné envie d'en savoir plus sur cette belle discipline. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et nous contacter sur dogadn.fr@gmail.com. Pour nous aider, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et ainsi nous permettre de mieux nous faire connaître. À bientôt et des grosses caresses à vos toutous.